Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission de la saison 3 de la pause décoloniale. Et oui, déjà la 3e saison. Et cette année encore, nous vous donnons rendez-vous 2 jeudis par mois sur Radio Jido pour augmenter la portée de la parole des femmes kanaks sur ce vaste sujet qu'est la décolonisation. Cette émission lance donc officiellement notre 3e saison et dans ce débrief, comme nous l'appelons, nous aurons en première partie une interview de Roselyne Macalou, la créatrice de l'émission, pour avoir un rappel de ce qu'est la pause décoloniale, ses objectifs, son évolution et ses projets pour cette année 2024. Et dans un deuxième temps, nous entendrons 2 témoignages de femmes, car la semaine dernière a eu lieu, le 8 mars, la Journée internationale du droit des femmes, et c'est pourquoi nous irons à la rencontre de ces 2 femmes kanaks qui vont nous parler de leur vision et du sens qu'elles donnent à l'expression « lutte des femmes ». Bonne écoute et bonne pause décoloniale. Rosie, la pause décoloniale entame sa 3e saison cette année. Quel bilan vous tirez de ces 2 dernières années ? Moi, une belle progression, forcément. On a tenu 2 ans déjà, donc c'est super. On a interviewé des invités de différents horizons. On a nourri nos réflexions, nos esprits, en écoutant, en découvrant les parcours de femmes kanaks, les femmes autochtones d'ici, du Pacifique et aussi d'ailleurs, avec qui on a partagé, on a découvert des termes, on a découvert des façons de penser, des réalités dans lesquelles on arrive à s'identifier, à se reconnaître en tant que femme déjà, mais aussi en tant que femme avec un héritage colonial et en tant que femme qui vit en colonie moderne, j'ai envie de dire. Donc c'est que du positif. Il y a une progression, tant mieux, c'est ce qu'il faut et ça va continuer à progresser. Moi, ce que j'aime surtout dans le podcast de la pause décoloniale, c'est que on a réussi à surtout monter une équipe de femmes qui cultivent l'esprit de sororité. Et ça, ce travail-là, il porte ses fruits et je crois que c'est ce qui me motive et me plaît le plus dans la pause décoloniale. C'est cette relation de confiance au sein de l'équipe, cette relation de partage, de discussion entre femmes et cette envie de construire ensemble et de découvrir ensemble ce qu'est la décolonisation et de contribuer à ce que Jean-Philippe Thibault appelle devenir kanak plutôt. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler la ligne éditoriale de la pause décoloniale ? Alors, la ligne éditoriale de la pause décoloniale, on le rappelle à chaque début de podcast, c'est « Les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie parlent de décolonisation ». Donc, dit comme ça, c'est effectivement les femmes d'ici qui donnent leur avis sur la décolonisation, mais c'est aussi les femmes d'ici qui vont interroger d'autres femmes qui ne sont pas forcément d'ici pour nourrir leurs réflexions sur la décolonisation. À ses débuts, la cible principale de l'émission, c'était la femme kanak. Est-ce que ça a évolué ? Alors oui, ça a évolué. Effectivement, au début, on a beaucoup interrogé des femmes kanak. On a commencé par Florenda Nirikani, on a eu Sonia Otéré, Marika Tabi qui sont dans l'association Présence Kanak avec Claudia Rizé. On a eu des micro-trottoirs avec des femmes kanak qui donnaient leurs définitions du patriarcat. On a eu une chercheuse blanche qui était mariée à un kanak et qu'on a interrogée sur les violences de genre au pays. Il s'agit de Christine Salomon. On a eu Yvette Donghini pour la route de la natte. Et puis on a eu des autochtones d'Amérique latine. C'est l'exemple de Samaï Gwalinga qui nous a partagé son combat, le combat de son peuple, le peuple quichua pour la sauvegarde de leur environnement et qui utilise la radio en pleine forêt amazonienne pour faire entendre leur voix. Donc vous voyez, on a eu des femmes kanak au départ, mais après on s'est étendu et c'est aussi un choix qu'on a fait pour, selon les sujets,
voir les ressources qu'on a au final. Par exemple, quand on a interrogé Christine Salomon, c'est parce que elle a, en termes de ressources, elle a mené quand même des études sur les femmes kanak. Et là, en l'occurrence, on l'a interrogée au moment où il y a eu encore des marches contre les féminicides. Et on voulait justement avoir un avis scientifique, un regard extérieur sur le traitement des violences de genre en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, notamment par l'action publique. Ensuite, toujours dans la dynamique de nourrir nos réflexions et tout, on est allé chercher d'autres femmes océaniennes, donc des femmes autochtones du Pacifique. On a eu Inamoeura Cross, la militante de Maui Nui, qui nous a parlé de son combat pour faire reconnaître les victimes du nucléaire. On a eu aussi Tale Lucia Mangioni qui, elle, a parlé de la militarisation de l'Océanie. Et sinon, on a eu cette belle collaboration avec Bukanaki qui aujourd'hui s'appelle Rootlink sur les réseaux. On a eu une belle émission spéciale hommage à Dewe Gorodé. Donc ça, je vous parle de la saison de 2022. Donc en 2022, on est resté au niveau local, mais on a commencé déjà à aller chercher d'autres femmes du Pacifique et d'autres profils aussi qui, selon les thèmes, pouvaient nourrir nos réflexions. En 2023, là, on a eu beaucoup de chercheuses en invité, des chercheuses autochtones, des chercheuses du Pacifique. On a eu, par exemple, Maile Harvey, Manoya Heinrich, Angélique Stasny. Alors, elle, non, elle n'est pas autochtone. Mais là, pareil, c'est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur l'éducation insurgée, par exemple. Donc, d'ailleurs, les deux émissions, les deux podcasts qui sont sortis de son interview à elle, a eu beaucoup, beaucoup de succès sur les réseaux. Et voilà, on a eu aussi une émission spéciale sur la Palestine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été conduit avec Anaïs Douang-Pédika, une membre de l'équipe. On a eu en interview Magali Tangal-Lémé, qui elle est une femme kanak, une personnalité politique. Et on a eu aussi des invités qui sont venus nous parler du féminisme haïtien. Donc on a eu Suzanne Joseph et Fania Noël. Donc en 2023, moi je qualifierais vraiment 2023 comme l'ouverture même de la pause décoloniale à d'autres horizons de réflexion sur la décolonisation ou sur la situation des femmes autochtones ou racisées de par ailleurs dans le monde. En 2024, là on a commencé fort cette année, le 19 février, on a fait une émission spéciale en collaboration avec Radio Jido et Radio Alara. Et en participant à l'opération 24 heures Palestine. Donc là, pareil, on continue à inscrire la pause décoloniale et le pays continue dans la lutte et dans le soutien de nos frères palestiniens, nos frères et sœurs palestiniens. Donc voilà. Donc oui, ça a évolué. On n'est pas que sur interroger et faire parler les femmes kanak, on est aussi sur les femmes kanak interrogent d'autres femmes autochtones ou d'autres femmes qui pourraient contribuer à notre réflexion sur la décolonisation. Or aussi, je me rappelle, la pause décoloniale est née du constat qu'on ne parlait pas assez de décolonisation et qu'on n'entendait pas assez la voix des femmes sur ce sujet. Est-ce que ce constat demeure ou est-ce que vous avez observé des changements ? Alors, je trouve qu'en 2 ans, la question de la décolonisation est un sujet qui est de plus en plus abordé par les femmes, les militantes, notamment avec une nouvelle génération qui a intégré des associations historiques comme Souriant Village Mélanésien, comme Union francophone des femmes d'Océanie, et qui inscrivent clairement leurs discours et leurs initiatives dans une démarche anticoloniale, décoloniale. Et on voit également des espaces de parole 100% féminins kanak qui émergent. Je pense particulièrement à Café Conversation, le vidéo podcast de Sarah Louépac, qui s'intéresse vraiment à la déconstruction de préjugés que la société pose sur la femme kanak. Et c'est vraiment une façon de libérer la parole, de s'approprier les discours sur notre propre expérience de femme kanak et de montrer au monde qui nous sommes. D'ailleurs, Café Conversation a eu beaucoup de succès dès la sortie de son premier épisode sur les réseaux sociaux.
Donc oui, il y a eu du changement. On va dire que les invisibilisés sont de plus en plus visibles et il faut continuer dans cette dynamique et j'encourage vivement toutes les femmes de toutes les générations de ce pays à être actrices et surtout narratrices de leur propre histoire. Rosie, alors, que nous réserve la saison 3 cette année et est-ce que la pause décoloniale va sortir du cadre de la radio? Alors cette année, oui, clairement, je pense qu'on va sortir du cadre de la radio, sachant que l'année dernière, on avait déjà commencé, déjà en participant au Salon international du livre à Koné et à Nouméa. À Koné, la Poste décoloniale avait préparé une exposition sur la littérature océanienne en mettant en avant des autrices océaniennes et on a animé une table ronde en hommage à Dewe Gorodé. Alors, on était avec l'autrice Noëlla Puemat et l'auteur kanak Léopold Nachipan. Et aussi, à Nouméa, on a eu droit à un atelier pour parler du podcast et on a co-animé aussi une table ronde avec des acteurs du monde de l'édition du Pacifique. On a aussi participé en novembre 2023 au Congrès de la jeunesse kanak, toujours avec un atelier sur la littérature océanienne engagée. Et là, en 2024, la Poste décoloniale a animé un atelier sur la littérature océanienne, toujours lors de la semaine Upcycling. Donc ça, c'était la semaine dernière, organisée par l'association Action Solidaire de Koné et la Fédération des femmes et les CMA Ponawaro. Donc oui, je pense qu'on va continuer dans la lancée et sortir du cadre du podcast en répondant notamment à des demandes d'intervention ou même en initiant des projets qui visent à contribuer à l'éducation ou à la réflexion tout simplement sur la déconstruction du système dominant ou des mécanismes qui alimentent le système dominant. Voilà. Merci. Merci beaucoup Roselyne Macalou d'avoir répondu à nos questions. On a à présent une vision un petit peu plus claire de ce que nous réserve la saison 3 de la pause décoloniale. Passons à présent au micro que vous avez réalisé à l'occasion du 8 mars. Alors que l'ONU a placé la GIF, la Journée internationale des droits des femmes 2024, sous le thème Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, rappelons que la GIF est issue d'un mouvement de lutte des femmes. Elle a vu le jour en 1908 lorsque des femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer une réduction du temps de travail, une meilleure rémunération et le droit de vote. Le 8 mars, on célèbre les droits acquis depuis par la lutte des femmes, mais on appelle aussi à l'action car le chemin est long vers une société où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et des mêmes opportunités. Le 8 mars, par pitié, arrêtez de nous souhaiter bonne fête. Ne dites pas bonne fête de la femme, mais écoutez-nous et soutenez nos luttes, car c'est une lutte pour l'égalité des droits humains. Alors nous, pour marquer cette journée, la Poste décoloniale a interrogé quelques femmes du Nord sur leurs convictions. 2 dames se sont prêtées au jeu. L'une nous parle des enjeux de la transmission de la langue dans la préservation de notre culture et de notre identité, et l'autre, quant à elle, nous partage son expérience de femme kanak engagée dans une instance coutumière. On les écoute. Oui, bonjour Roselyne. Voilà, pour répondre à ta question, moi je viens d'un pays là où je viens du pays Bahati, mais c'est là, on va dire, je suis à la région Porte. Je suis à la région Porte pour le pays Bahati et le pays Indien. Moi je suis issue du clan Wamba. Voilà, puis la maison c'est le clan Wamba et voilà. Moi, je suis une fille vraiment, voilà. Pour continuer sur la question que tu me poses, sur la lutte des femmes, notamment au kanak, en fait, pour moi, la lutte, elle passe par la transmission dans tous les domaines. La transmission, que ce soit au niveau de nos valeurs, la transmission, que ce soit au niveau de nos savoirs, surtout nos savoir-faire. Et dans ce savoir-faire-là, on a tout ce qui relève de tout ce qui est, on va dire, propre
on va dire, à chaque être. Et ce qui est bien, c'est que dans cette lutte-là, on va dire que ça devient un automatisme. C'est pas, on va dire, on nous l'a appris, donc au niveau de la transmission, ça devient naturel. Dans cette manière de transmettre, on va dire, c'est continuer de rester, on va dire, de rester nous, c'est-à-dire des êtres qui sont encore, qui véhiculent encore on va dire, les langues. Pourquoi les langues? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et ça fait partie de la lutte aussi des femmes kanak, de continuer depuis le Ouangouanouen jusqu'en bas, au pied en bas, et puis les branches des îles, là, continuer à parler la langue. À l'heure actuelle, c'est montrer tout ce que nos aînés nous ont appris depuis, et permettre, parce que c'est un des travaux qui est propre aux mamans, c'est parler les langues aux enfants, parce que quand on regarde dans l'éducation, c'est les mamans. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour la lutte des femmes kanak. Voilà. Que l'on continue et puis qu'on s'encourage dans tout le pays. Soit une maman qui n'est pas kanak, mais qui a une langue, qui vient d'une culture, va continuer de parler la langue. C'est permettre déjà cette identité. À l'heure actuelle, on voit ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Je nous encourage, nous, les mamans du pays, continuer de parler les langues. Voilà. Correct, Joa. Je m'appelle Jalia Rosita Paola, Chitopoan Hamen, épouse Anko, dans le district de Mweou, Poya. Je suis originaire de Vaud, plus précisément de la tribu de Rango. Alors, je sais que pour être cette femme militante kanak, je pense que c'était mes enfants. Je crois que le moteur, ça a été mes enfants. J'ai en fait, quand ma plus grosse peur, c'est que mes enfants deviennent ce genre de... Enfin, quand je regarde la jeunesse de maintenant, ça me fait peur. Et donc, du coup, je veux pas que mes enfants deviennent comme ça. Et donc, du coup, je me suis battue pour ça. Mais en fait, quand le plus gros combat, ma lutte à moi, c'était dans mon foyer. Sans trop rentrer dans les détails, je me suis toujours considérée comme une femme étrangère. Pourquoi étrangère? Parce que premièrement, je parle pas la langue. Je comprends, mais à peine. Je vais dire, j'essaye d'apprendre la langue de mon mari. La langue maternelle, je ne parle pas, mais je comprends. Et le fait de me dire que je sens que je suis une étrangère, c'est parce que je ne suis pas de là-bas. Et mon combat, c'est pas un combat, c'était un petit peu... on m'a donné un rôle en tant que secrétaire du conseil des chefs de clan, sans trop savoir, je veux dire, où ça me menait. Mais bon, je n'ai pas la compétence d'une secrétaire, ça c'est sûr. Mais on n'est pas formé, on va dire. J'ai pas été formée pour être secrétaire, mais j'ai pris avec un défi, comme un défi, et je l'ai porté. Je pense que je sais pas si on m'a, je ne sais pas comment est-ce qu'on, l'appréciation des chefs de clan de cette tribu, mais j'ai été surprise qu'ils m'ont renommée pour la mandature qui a suivi encore secrétaire. Donc je me suis dit peut-être que je suis bien, donc voilà, on continue le défi. Et l'année dernière, en fait, quand le président du district est venu me chercher pour que je fasse le bilan avec eux du district, et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est vrai que quand on est dans le conseil,
on fait, enfin, les gens croient que nous sommes payés, mais on n'est pas payés. Tout ce qu'on fait, c'est bénévolement. C'est bénévolement. C'est vrai que ça prend du temps dans notre vie de famille. Ça prend du temps dans le couple. Mais moi je dis ce qui est bien, c'est qu'on mène le même combat avec mon mari. Et des fois, on est amené à partir chacun de notre côté pour chaque travaux. Moi, je mène toujours, je sais pas, peut-être que c'est moi, mais je mène toujours un travail avec passion parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose où je n'ai jamais côtoyé le milieu coutumier et ça me passionne dans le sens où déjà premièrement on me fait confiance et j'aime ce que je fais. Être une femme militante, c'est déjà aimer ce qu'on fait. Parce que on peut pas être militante si on n'aime pas ce qu'on fait. C'est dur, des fois je suis heurtée par des blocages. Il y a beaucoup de gens, je veux dire, on est souvent emmené à beaucoup de critiques parce qu'on n'a pas la compétence. Ça, c'est vrai que beaucoup de personnes me le disent pas directement. Mais les bruits de couloir, ça va vite et c'est pour ça. Et juste pour ces bruits de couloir, mais j'ai envie de montrer que oui, peut-être que je ne suis pas compétente, mais j'ai cette volonté que l'autre qui est payé, qui est compétent, ne fait pas le même travail que moi. Voilà. La compétence, avec le temps, dans le temps, on l'a. Donc du coup, c'est pour ça que je ne baisse pas les bras. Tout est bénévole, c'est vrai. On me dit mais faut pas faire. Non, je le fais parce que je sais que derrière moi il y a des vieux qui, je crois, qui ont envie que ça bouge. Je mets un gros point d'honneur sur le fait que je mène le travail honnêtement. J'essaye d'emmener tout ça, s'il y a des histoires à emmener, à être éclaircies, à mettre en vérité, voilà. C'est comme ça que j'ai envie d'emmener honnêtement un travail. Je veux pas qu'un jour ou l'autre on me dise que j'ai magouillé ou quoi que ce soit. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est ainsi que s'achève cette première émission de la 3e saison de la pause décoloniale. Merci à mesdames Boemara et Onka pour leur participation à l'émission. Merci à Roselyne Macalou et Anaïs Diong-Pédika. Merci également à Radio Jido de nous avoir renouvelé sa confiance. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre soutien à l'émission. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, La Pause décoloniale KNC. On se donne donc rendez-vous le jeudi 28 mars pour une nouvelle émission. À bientôt!